Bonsoir à tout le monde ou bonjour. Je ne sais pas quelle est l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. J'ai le plaisir là de recommencer le cours sur la Russie et je voudrais, à titre d'introduction, rappeler quelles sont les bases historiques, selon moi, de la géopolitique de Poutine. Voilà. J'ai essayé d'être clair, donc je risque d'être schématique. Euh, il faudrait évidemment corriger un petit peu cela. Poutine est un homme habile, intelligent, et donc je n'imagine pas qu'il soit fixé quotidiennement sur les images de la monarchie, des tsars ou, ou des bolcheviks. Non, simplement ce que je voudrais dire, montrer dans cette introduction, c'est que Vladimir Poutine est fasciné par le passé russe, le passé tsariste comme le passé bolchevique. Pour lui, c'est un héritage et il tient compte de ce double héritage. Alors, pour développer ces quelques idées, j'ai prévu trois parties. Alors, la première partie, il s'agit donc de montrer que Poutine, sans le dire toujours, parfois en le disant, emprunte à la fois aux Romanov et aux bolcheviks. Alors, premier élément emprunté, c'est que en Russie, les choses sont telles, comme dirait le général de Gaulle, que la grandeur du pays, le caractère des habitants, enfin bref, que pour administrer un tel pays, le pouvoir doit être autocratique. C'est déjà ce que disait Catherine II à la fin du XVIIIe siècle. La Russie est trop vaste, il lui faut un autocrate. Bon, si on creuse un tout petit peu la formule, on s'aperçoit évidemment que ça manque totalement d'arguments rationnels. Alors, la Russie, à l'époque tsariste, c'est un tsar tout-puissant, pouvoir absolu, et puis des serfs. Et entre les deux, mais ce n'est pas du tout un tiers-État, des seigneurs donc qui s'occupent directement et qui sont responsables des serfs. Montesquieu avait eu une belle formule, la Russie n'a que des seigneurs, ou des esclaves, des serfs, mais rien qui ressemble à un tiers-État. C'est évident. Donc, les tsars, à partir déjà, dès le départ, Ivan le Terrible, etc., construisent ce pouvoir très absolu. Il y a eu quelques tentatives, vous le voyez, je mets là en incrustation le portrait d'Alexandre Ier. Alexandre Ier, il est contemporain de Napoléon Ier, c'est lui qui a combattu Napoléon, et il avait l'idée de créer une constitution, de doter d'une constitution la Russie. Mais ça n'a pas tenu, donc il a renoncé. Quant à son neveu, Alexandre II, qui régnera donc une trentaine d'années plus tard, lui aussi avait vraiment l'idée d'accorder une constitution, mais il a été assassiné donc avant qu'il ne le fasse. Donc le pouvoir restera absolu, très absolu, il faudrait que je revienne en arrière, j'ai été un peu trop vite, très absolu à l'époque d'Alexandre III, et sous Nicolas II, le dernier tsar également, même si à partir de 1904, donc une quinzaine d'années avant la révolution bolchevique, il y a quand même des velléités intéressantes de réformes institutionnelles. Les bolcheviks arrivent. Normalement, c'est le pouvoir du peuple, donc les choses vont bien changer. En fait, elles ne changeront pas, car la doctrine des bolcheviks, c'est qu'il faut également un pouvoir de fer, un pouvoir absolu, et que seul un parti qui est censé représenter le prolétariat peut diriger. Donc Lénine, dès qu'il arrive au pouvoir, instaure la dictature d'un parti, le parti bolchevique. Et aussitôt, il met fin à deux velléités un peu démocratiques. La révolution a éclaté en 1917, les deux révolutions, et il était prévu en 1918 que se rassemble une assemblée qui ferait une constitution.
Eh bien, les bolcheviks, Lénine en premier, dit non, 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 ça ne serait pas représentatif. Hop, il met fin à cette idée qui aurait pu créer enfin un régime constitutionnel en Russie. Et deuxième exemple que je donne, en 1921, à Kronstadt, donc à Saint-Pétersbourg, les marins qui ont soutenu la révolution de 17 s'aperçoivent qu'elle est en train de dériver, qu'elle est en train de revenir à un absolutisme total. Et ils se révoltent et Lénine répond en les faisant mitrailler. C'est la fameuse mutinerie de Kronstadt. Donc, sous les bolcheviks, sous Lénine, c'est la dictature du parti. Staline se met en place et lui modifie légèrement l'approche du pouvoir. Ce n'est plus la dictature d'un parti, ça devient tout banalement la dictature d'un homme, la dictature de Staline. Donc, ce pouvoir autocratique qui a été mis en place par les tsars, renforcé par les bolcheviks, pour Poutine, c'est certainement quelque chose qui tient encore une fois aux circonstances, à l'étendue du pays, tout cela. Donc, il n'est certainement pas opposé, bien au contraire, à installer un pouvoir un peu du même type. Deuxième idée qu'il prend aussi aux Romanov comme aux bolcheviks, c'est que la Russie a besoin d'expansion. On disait cela pour les pays, l'Angleterre, la France au moment de la colonisation. Là, c'est un peu pareil. Et les tsars vont se livrer à une expansion effrénée. On a calculé, c'est pas moi, j'espère que c'est exact, que l'Empire russe s'agrandissait à la vitesse de 140 km² par jour. Donc, parmi les champions de l'expansion, il y a Alexandre Ier, donc, qui conquiert notamment la Finlande, la Bessarabie. Il y a son successeur Nicolas Ier qui s'empare de toute la partie asiatique de la Russie. Et puis, il y aura également Alexandre III, donc, qui s'intéressera, lui, plus spécialement à la partie extrême orientale. Mais quand les bolcheviks arrivent, dans un premier temps, là aussi, on se dit, bon, les choses vont changer. Les bolcheviks proclament qu'ils sont pour le peuple, ils sont pour le respect des nations. Et de toute façon, lors du traité de Brest-Litovsk, juste après la Révolution, ils sont obligés, parce qu'ils sont assaillis par les puissances occidentales, de céder une très grande part de la frontière occidentale. Donc, l'épopée bolchevique commence par cette cession de territoire de la Finlande à l'Ukraine. Mais ils ne consentent cette cession que sous l'empire vraiment de la nécessité absolue, parce que les armées occidentales les y obligent, mais ils ont comme idée le plus tôt possible de récupérer ces territoires. Et Staline va le faire en s'alliant avec Hitler. Dans le pacte germano-soviétique, vous avez un traité secret, comme on l'apprendra beaucoup plus tard, qui prévoit que la Russie soviétique peut mettre la main sur toute sa frontière orientale et récupérer les pays baltes, une partie de la Pologne et de l'Ukraine. Donc ça se fait juste au moment de la guerre, en 39-40, tout de suite après le pacte. Et enfin, expansion territoriale inouïe, scandaleuse, c'est à la fin de la guerre, les armées soviétiques, soi-disant, c'est pas soi-disant, elles libèrent, oui, de l'Allemagne les territoires de l'Est européen, mais les armées soviétiques oublient, si je peux dire, d'en repartir. C'est-à-dire que Staline profite de cette libération pour occuper ces pays, les satelliser. Donc, c'est ces 8 pays qui auraient été satellisés entre 1944 et 1948. Alors, cette expansion qui se produit sous les tsars et qui continue à l'époque bolchevique, elle n'est pas évidemment au gré des inspirations. Elle obéit à une vraie stratégie que nous connaissons, que je rappelle, et les deux plus grands stratèges de la période, c'est certainement Pierre le Grand et Staline. Et je mets Poutine parce qu'ici, il connaît aussi en stratégie et en géopolitique. Alors, les axes de cette expansion sont connus. Il y a d'abord la Baltique.
Pierre le Grand, le premier, crée Saint-Pétersbourg à son époque. Il faut à tout prix que la Russie ait un port en mer Baltique. Pierre le Grand le fait. Ensuite, lui-même et ses successeurs vont mettre la main sur les pays baltes. Deuxième axe, ce sont les mers chaudes, c'est-à-dire la mer Noire, vers la Méditerranée. C'est Catherine le Grand qui s'empare de la Crimée en 1783. Et ensuite, Staline qui va continuer à occuper, après la guerre, la Roumanie, la Bulgarie. Troisième acte d'expansion, c'est le glacis que la Russie veut installer à ses frontières avec l'Europe. Et là aussi, Catherine a commencé, puisqu'elle a dépecé honteusement, scandaleusement la Pologne à la fin du XVIIIe siècle. Et Staline continue. Et enfin, il y a un quatrième axe, c'est surtout Nicolas II, le dernier tsar, c'est s'opposer, que la Russie s'oppose à l'expansion chinoise. Voilà les quatre axes. Et Poutine les a repris avec, nous le verrons, d'autres axes, notamment vers le Moyen-Orient. Donc ça, c'était ma première partie. Je regarde la montre parce que je ne vais pas assez vite. Le deuxième emprunt à l'histoire récente que Poutine va faire et qui compte beaucoup dans sa manière actuellement de concevoir la politique extérieure russe, c'est la période Gorbatchev. Pour Poutine, c'est une tragédie que cette période. Donc, Gorbatchev, premier secrétaire du Parti communiste bolchevique, arrive en 1985 et 6 ans plus tard, à la Noël 91, on descend le drapeau russe, le drapeau soviétique du Kremlin et ça n'est fini de la période bolchevique. Alors, ces 6 ans sont considérés par Poutine comme une catastrophe. Pourquoi ? Parce que Gorbatchev va remettre en cause le système communiste. Alors, l'idée de Gorbatchev, mais nous en parlerons longuement, c'est de sauver le communisme qui est en péril total en réformant en profondeur le pays. Bon. Deux mots magiques dont vous vous souvenez souvent, enfin vous vous souvenez, j'en suis sûr, parce qu'on les utilisait souvent, c'est glasnost. Glasnost, ça veut dire donc transparence. C'est un mot un peu magique. Gorbatchev dit désormais, il faut que la population, et pas simplement les gens du parti, connaissent ce qui se passe dans le pays, même les catastrophes, et participent à la vie du pays. Il faut que tout devienne transparent. Et le second mot, qui est encore plus puissant, c'est le mot perestroïka, c'est-à-dire restructuration, réforme. Alors, réforme économique, on va peu à peu, Gorbatchev va peu à peu se diriger vers la fin du collectivisme, puisque alors que la terre était bien sûr confisquée, avait été confisquée par les bolcheviks, eh bien, on la redonne aux paysans en consentant des baux de plus en plus longs, notamment de 50 ans. Bon, du point de vue industriel aussi, on commence à céder, alors que toute l'industrie était aux mains, bien sûr, de l'État, on commence à céder certaines usines. Et puis, c'est une restructuration, une perestroïka politique. Gorbatchev a l'idée géniale, selon moi, mais qui ne réussira pas, de dire le parti ne doit plus être la seule force politique du pays, il faut associer la société civile. Et il conçoit un peu une machine un peu à gaz, là c'est compliqué, mais une manière désormais pour les citoyens et qui ne sont pas au Parti communiste de participer à la vie. Donc c'est ça, c'était un pari très risqué, mais qui a finalement échoué, mais qui aurait pu réussir. Sous Gorbatchev, deuxième catastrophe aux yeux de Poutine, non seulement il a mis fin à un pouvoir peut-être tyrannique, mais au moins qui se maintenait, mais il a bradé des territoires en pagaille. Alors, la première braderie, si je peux dire, j'emploie ces termes comme si c'était Poutine, je les imagine dans la bouche de Poutine. En 1989,
les 6 pays satellisés entre 1944 et 1948 de l'Est européen, hein, la Pologne, l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, ces 7 pays vont se désatelliser. À la suite, donc, je ne peux pas bien sûr l'aborder aujourd'hui, ça commence surtout en Pologne, par, vous le savez, le syndicat Solidarność, le soutien du pape Jean-Paul II, puis c'est vers la Hongrie, et finalement, le plus spectaculaire se produit au mois de novembre 1989, lorsque le mur de Berlin est désagrégé. Et donc, en un an, la Russie consent à céder donc ces pays satellites. Et la deuxième perte, alors c'est immense. Vous savez que l'Union soviétique, ça voulait dire Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire qu'il y avait 15 républiques, dont la Russie. Eh bien, en 1991, à la suite des menées notamment de Yeltsin, dont je reparlerai peut-être, eh bien, l'URSS éclate. Ça veut dire que les 15 républiques reprennent leur indépendance. Donc, ça n'est fini de l'Union soviétique. Et ça, au total, ça fait quand même 5 millions de kilomètres carrés, donc plus de 10 fois la France. Donc, ces années Gorbatchev, pour Poutine, il ne faut jamais que ça revienne. Il faut au contraire récupérer ce qu'il a perdu. Et enfin, la cerise sur le gâteau, comme on dit, c'est la troisième période avant que Poutine arrive au pouvoir. C'est-à-dire que pendant 8 ans, Boris Yeltsin va succéder, alors on ne peut pas dire à Gorbatchev, si, il succède à Gorbatchev, mais le communisme, c'est fini. Il devient le premier président de la République de Russie. Et tout va changer, puisque le communisme est terminé. Et pour Poutine, il va se passer des choses terribles. Je vais assez vite parce que je m'aperçois que le temps passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette période? D'avoir un président alcoolique. Vous vous rappelez tous, hein, Poutine à Washington, alors ça on ne l'a pas vu, mais on nous l'a assez dit, il est en visite officielle et dans la nuit, on le trouve en caleçon dans la rue, hein, il est ivre et il cherche une pizzeria ouverte. Bon, on le fait remonter à l'hôtel et la nuit suivante, ça recommence. Bon. En visite officielle en Irlande, il ne peut pas descendre de l'avion, tellement il est sous. Bon. Donc, il est alcoolique, c'est exact. Ensuite, beaucoup plus grave, c'est qu'il est en conflit avec le Parlement. En 1993, donc ça fait 2 ans à peine qu'il est président, il fait voter une réforme économique très importante inspirée par les États-Unis. Le Parlement refuse de voter et décide de démettre le président de la République. Donc un conflit armé éclate où il y aura 150 morts. Il doit reprendre ce qu'on appelle la Maison Blanche. En Russie, c'est le Parlement russe. Donc évidemment, ce n'est pas une image très glorieuse. Ensuite, quand il arrive au pouvoir, Poutine en 91, je vous l'ai dit, l'Union soviétique éclate et tous les peuples, Dieu sait s'il y en avait, espèrent que grâce à cette libération, à la fin du bolchevisme, ils vont pouvoir accéder à l'indépendance. Notamment dans les pays du Caucase, hein, vous avez toute une série de peuples que la Russie tsariste a eu bien du mal à dompter, et notamment en Tchétchénie, donc éclate une révolte menée par un général remarquable, le général Doudaïev. Révolte, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'indépendance. Ils ne veulent plus faire partie de la Russie. Alors à ce moment-là, en 1994, Yeltsin décide d'envoyer l'armée et une guerre va éclater, la première guerre de Tchétchénie en 94-95, qui est un désastre pour la Russie. Un désastre. Voici par exemple un hélicoptère russe abattu par les combattants tchétchènes. Donc il perd la guerre, la première guerre de Tchétchénie. Ensuite, des crises économiques et financières en pagaille, notamment le krach du rouble en août 98. C'est terrible les conséquences. La population, 50% sont sous le seuil de la pauvreté. Donc, jamais la Russie n'a été depuis un siècle aussi pauvre. Ensuite, ce qui humilie encore aujourd'hui
Poutine dans son souvenir, c'est que effectivement le président Yeltsin est à la remorque des États-Unis. Les économistes qui s'intéressent à la Russie, à la demande de Yeltsin, sont tous des économistes de l'école de Chicago, l'école américaine, et donc la vente des biens du Parti communiste, tout passe par cette école-là. Et alors j'ai mis cette photo très célèbre, c'est le fou rire. On ne sait pas ce que Yeltsin a dit à Clinton, mais vous voyez, Clinton est plié en deux. Bon. Mais ça ne fait pas rire. Ensuite, c'est une période où effectivement la Russie est à vendre. Donc, rappel sur cette image, toute l'agriculture était aux mains du parti. Il n'y avait plus, depuis qu'on avait collectivisé, les paysans russes ne pouvaient rien posséder. De même, l'industrie était aux mains de l'État. Tout ceci, désormais, là, en quelques mois, est à vendre ou à acheter. Et c'est là que se produisent les pires choses. Les pires choses, ça veut dire que des gens réussissent à magouiller et à acheter des empires, tout le pétrole, tout le gaz, etc. Et on va voir apparaître ainsi un mot qu'on ne connaissait pas, les oligarques. Les oligarques, ce sont des apparatchiks du parti qui n'étaient pas de premier plan, mais qui ont réussi au dernier moment à s'entendre avec le nouveau Premier ministre, avec Yeltsin, et à acheter en empruntant le pétrole, la télévision, les journaux, le gaz, etc. Et alors que jusque-là, les banques étaient bien sûr à l'État bolchevique, le pétrole, le commerce, tout. Bon. Désormais, vous avez des empires. Par exemple, M. Vyakirev, qui était contremaître dans une entreprise, eh bien, il achète le pétrole. Il a 94% de la production du gaz, c'est-à-dire un tiers des réserves mondiales. Il a ses journaux, sa télé, ses banques. Bon. Monsieur Berezovski, qui était expert à l'usine automobile Lada, eh bien, lui se paye l'aéroflotte, c'est-à-dire Air France pour la Russie, donc la flotte. Et il a également, et on continue, Berezovski qui va faire pas mal de prison par la suite, Goulsinski. Donc on a une série, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'oligarques qui possèdent toute la Russie. Alors le système Yeltsin, je termine par là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un vieux monsieur alcoolique qui essaye de se maintenir au pouvoir en s'appuyant sur la police, le FSB, où il y a un certain Poutine, tout jeune, qui est en train de monter. Il y a une armée qui est vraiment à terre, mais enfin, elle existe encore. Et il y a surtout les États-Unis et l'Europe qui soutiennent Yeltsin. Et pour l'économie, eh bien, vous avez les oligarques dont je viens de parler, qui ont tout raflé, et Yeltsin qui mendie, qui essaye de s'entendre avec quelques oligarques, comme avec Berezovski, pour essayer de récupérer un peu de pouvoir. Donc, ce n'est pas brillant, c'est même désolant. Conclusion de cette petite introduction, eh bien, Poutine a incontestablement, il faudra le démontrer, bien sûr, ça c'était une introduction, dans son panthéon, il a Pierre le Grand, il a Staline aussi, et incontestablement, il s'inspire de leur politique et il veut rétablir, en gros, le pays à peu près dans les limites dans lesquelles il était à ces époques-là. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour de nouvelles aventures.